Mais tu sais que j'ai jamais fait d'intro de ma vie. Donc je vais te laisser la faire, Nadir. Je vais laisser faire l'intro. Le podcast, il s'appelle Le Tour du Monde en 80 cœurs. Et je m'appelle Najim. Ça fait 8 ans que je parcours le monde pour aller à la rencontre des gens, partout, à travers les 5 continents. Et aujourd'hui, on est ici au Maroc, avec Nadir, à qui je vais demander de faire l'intro. Et je m'en charge au final, tu vois, le truc qui est... Toi, comment t'introduirais cette histoire? De cette manière. De cette manière, un silence, un grattage de tête. Une réflexion. Moi, L'introduction, je l'aurais fait, beaucoup de réflexion. Toutes tes vidéos, elles me donnent envie de me poser au calme pour les regarder et les écouter. Parce qu'il y a des choses assez profondes qui se disent, des idées, même s'il y a des moments où c'est plus de la déconne. On peut déconner? Carrément. Bon, en tout cas, moi, je sais pas faire ça, tu vois. Tu sais pas faire sans déconner? Ouais. D'accord. Sens-toi libre à tout moment de déconner, d'accord? Ouais, De nous ramener un peu à la surface. Moi, je nous ramène en profondeur et tu nous ramènes à la surface. Ça te va? C'est parti. Des fois, on alternera. Première question. Toutes les questions, elles vont être très intuitives, hein. Rien de préparé. On se laisse porter. Et en l'occurrence, on vient de parler de confiance. Mhm. Il te faut quoi pour pouvoir faire confiance à quelqu'un? Pas grand-chose, je pense. Je fais très facilement confiance aux gens. Un peu trop même. Mais clairement, pas grand-chose. Je pense que j'accorde ma confiance assez rapidement, mais je suis pas dupe. Je suis pas dupe. Et je sais pas si c'est... Moi, mes amis me le disent, tu vois, ma famille, mes proches. Je peux, tu vois, science émotionnelle. Je vois quelqu'un, je le sens pas. Mais je vais quand même lui faire confiance. Mais je vais me méfier parce que j'ai pas senti quelque chose. Un comportement, une parole qui a pas été bien dite, tu vois. Donc, j'accorde ma confiance assez souvent, mais je sais à qui je l'accorde aveuglément ou non, tu vois. Avec les quoi? Aveuglément ou non. Aveuglément, non. Aveuglément, non. Moi, je sais que avec le métier de praticien en psychothérapie, je deviens de plus en plus sensible aux incohérences, que ce soit dans les propos, dans les raisonnements ou entre les propos et les actions. Toi, tu as tendance naturellement à placer ton attention sur quoi quand la personne en face te parle? Je dirais pas que je vais me focaliser sur quelque chose. Je regarde la personne, je la regarde entièrement. Tu vois, je ne vais pas me focaliser sur les yeux, sur les mains. Attention, il a levé les yeux vers le ciel, etc. En fait, c'est tout son être. Je focalise complètement sur lui. Tout son être. Et c'est vrai que je sens beaucoup les choses. Même mes associés me le disent, tu vois, je sens les choses. Moi, je le vois, je leur dis, des fois, je vois une personne, elle parle, elle a un beau discours, etc. Je lui dis, lui, je ne le sens pas. Et il s'avère assez souvent que j'avais bien fait de ne pas la sentir, tu vois. Mais je regarde la personne de tout son être. Tout son être. J'ai pas de super pouvoir. C'est juste que je pense que les cœurs, ils parlent, tu vois. Et moi, mon cœur, il est toujours en activité. Et quand il reçoit pas, quand le cœur en face, il réfléchit pas à ce que moi j'envoie, je le ressens, tu vois. Comment est-ce que ton cœur a géré ta plus grande déception? Moi, je ne les montre pas, mes déceptions, ou très peu. Et une fois, il y avait un de mes associés, Abdrahman, qui est mon ami en réalité. Il avait dit, je crois que les gens, ils ne savent pas à quel point tu débordes d'amour pour eux. Les gens, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas à quel point ils peuvent me blesser, mes proches. Tu vois? Mais je ne le montre pas. Je pense qu'il n'y a que mes proches qui peuvent vraiment me blesser, tu vois. Parce que je déborde d'amour pour eux, je serais prêt à vraiment beaucoup de choses, mais ils pensent... Et j'ai une carapace derrière le fait de beaucoup rigoler. Je rigole beaucoup, je m'exprime beaucoup. Je suis très, on va dire, extraverti. Et je pense que c'est une carapace. J'aime bien que les gens pensent que que je sois bête, mais tu vois, ils se disent, il est gentil, tu vois. Et moi, j'aime bien. Parce qu'en fait, je vois 10 kilomètres après, tu vois. Et ça, j'aime bien avoir cette position.
Ça veut dire que cette déception, ces blessures, tu ressens pas le besoin de les exprimer, tu sais pas forcément quand ou comment les verbaliser, ou je sais pas, il y a peut-être pas d'intérêt à exprimer que là, tu as été déçu, tu as été blessé. Ouais, oui. C'est compliqué comme comme question. Ouais. Je pense que, tu vois, il y a blessure et blessure. Je pense que toute blessure a une cause qui est peut-être différente. Et donc, il y a une guérison différente, tu vois, avec des moyens différents. Est-ce que j'ai été confronté à des blessures profondes qui ont nécessité que je m'exprime? Je sais pas, potentiellement. Mais je ne suis pas du genre à trop m'exprimer sur ça. Je partage beaucoup mes émotions quand même, de manière générale. Mais une fois, tu sais, pour le travail de personal branding, etc., avec le PodLab, ils ont passé beaucoup de temps à m'écouter pour savoir qui je suis. Et moi, en fait, je ne savais pas me décrire. C'est bizarre, tu vois. Tu me dis pitch, je suis le pitcher de la boîte. Tout le monde me dit que je suis un bon pitcher. Tu me dis présente quelqu'un, je le présente. Mais moi-même, je n'arrivais pas à me présenter. Et je suis tombé sur deux paradoxes ou deux confrontations avec deux personnes différentes. Abdrahman, je vais le voir, je lui dis décris-moi. Je ne sais pas me décrire. Samy, il fait que de me saouler, il faut que je me décrive. Je ne sais pas me décrire. Je sais pas qui. C'est pas que je ne sais pas qui je suis, mais je ne sais pas, moi, qui, tu vois, dis-moi. J'ai du mal avec ça. Et je suis allé voir une autre personne dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et je lui ai dit décris-moi. Et j'ai eu deux sons de cloche différentes. Un qui me dit c'est pas normal que tu ne saches pas te décrire, que tu connaisses pas tes forces et tes faiblesses. Et l'autre il dit mais non, c'est tout à fait normal. Moi je peux te décrire et c'est bien que je te décrive, que ça soit moi qui te décrive. Et au final, je pense que la vérité elle se trouve un peu entre les deux, tu vois. Au fond de moi, je savais à peu près qui je sais, à peu près me décrire, mais mettre les mots, ben, ça me fait mal, tu vois. Pas parce que je suis une mauvaise personne. J'aime pas parler de moi. J'ai pas été éduqué comme ça et je trouve que de parler de soi, c'est pas la meilleure chose. Et j'ai beaucoup de mal à faire le personal branding. Il me reprend tout le temps. Je dis jamais moi. Je déteste cette parole, tu vois. Et moi, là, je le dis, j'ai l'impression de vivre avec les autres, tu vois, ou pour les autres. Et ça, c'est mon kiff. Tu vois. Et du coup, c'est ma raison d'être dans la boîte, dans ma vie au quotidien, c'est d'être utile. Je kiffe vraiment. Tu vois, il y en a, il a un besoin, et ben c'est mon délire. J'aime trop. Ça me fait plaisir. Vraiment. Donc voilà. Ça fait penser à un proverbe sénégalais qu'on a entendu en Casamance. C'est une scène magnifique, très touchante. On faisait un tour pour se présenter les uns les autres. Et à un moment, je prends la parole pour remercier notre hôte auprès du chef du village. Et je vante les qualités de notre hôte. Et à ce moment-là, il baisse la tête, il écoute. Et quand je termine, il explique qu'il ne va pas pouvoir faire la traduction de ce que je viens de dire. Et ça va être une autre personne qui va s'en charger parce que la lame d'un couteau ne peut pas tailler le bois de son propre manche. Et dans une société comme celle-ci, ce village en Casamance, c'est normal, c'est même évident. Un homme ne peut vanter par les mots ce qu'il est, mais ses actions vont le montrer, vont parler pour lui. Quelle est l'action qui, pour toi, est la plus complexe à réaliser? Première réponse qui te vient en tête. Hein, c'est une question. Satisfaire les autres. Satisfaire les autres. Ok. En quoi est-ce que c'est compliqué? C'est dur, l'humain. C'est vrai. Ah oui. C'est très dur. Et satisfaire tout le monde, c'est très compliqué. Je suis même pas sûr que ça soit possible. Moi, je trouve que c'est compliqué. Tu vois, des fois, tu veux faire plaisir à tout le monde, mais tu as toujours quelqu'un qui est insatisfait ou quelqu'un qui a quelque chose à redire, qui ne voit pas les efforts que tu as mis pour essayer de satisfaire tout le monde. Donc, ouais, c'est dur, je pense, de satisfaire tout le monde. C'est le premier truc. Je me prête au jeu. Hein. Tu m'as dit, je ne sais pas si c'est logique ce que je dis ou pas. En tout cas, c'est le premier truc qui m'est venu en tête, satisfaire les autres. Tu vois. Donc, je te dis comme magnifique. C'est exactement comme ça que tu m'invites à répondre. Satisfaire les autres. Okay. Comment tu te sens quand justement en face, tu perçois ou ressens que les gens ne sont pas satisfaits? Je me dis,
J'ai manqué peut-être d'attention. J'ai manqué d'écoute pour comprendre de quoi il avait besoin. Et mon besoin d'être utile, il n'est pas rassasié. Tu vois, c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, d'être utile, c'est d'apporter ce que la personne elle a besoin. Tu vois. Et donc, si la personne elle a besoin de quelque chose, ben, il faut comprendre, lui donner le lieu de s'exprimer pour comprendre ce besoin, au moins l'écouter. Puis il y a des personnes qui ont besoin, qui ne vont pas le dire. Toi, tu vas penser qu'elle a besoin d'un repas chaud. Et toi, tu es content, ouais, j'ai ramené un repas chaud. Mais la personne, elle n'a pas besoin de ça en réalité. Qui t'a dit qu'elle avait besoin d'un repas chaud? Est-ce que tu t'es posé avec elle pour parler? J'avais un exemple, moi, quand j'étais à Lille, j'habitais 5 ans à Lille. Et ben, quand je suis arrivé là-bas, je connaissais personne. Et ma femme, à l'époque, elle se moquait de moi. Parce qu'en fait, il y avait un mec au feu rouge, il mendiait. Un Polonais, il parlait pas français et tout. Et en fait, je le voyais tous les jours. Donc tous les jours, à la fin, ça va, tu vas bien? Et on discutait comme ça, au feu. Et moi, un jour, je me suis arrêté, je me suis posé avec lui. Allez, viens, on va manger. Je l'ai embarqué dans la voiture, viens, on va manger. On allait manger et on a sympathisé. Et c'est devenu mon premier pote à Lille. Un SDF, un Polonais, tu vois. C'est bizarre avec moi, tu vois. Et du coup, une fois par semaine, on allait manger ensemble. Il venait faire sa douche, il faisait sa douche, il faisait ce qu'il avait à faire. Et en fait, tu vois, en fait, derrière un mec qui est sur un feu et il demande de l'argent, il y a une histoire. Et moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Il avait une enfant, il avait une fille. Ce qu'il récoltait, il lui envoyait de l'argent. Sa fille, elle n'était pas au courant qu'il était dans cette situation. Son ex-épouse, elle l'avait trompé, donc il s'est retrouvé à la rue. Il est parti travailler en Belgique, ça n'a pas marché, il est venu en France, c'est SDF. Tu vois, il a une vie, c'est un être humain. Tu lui donnes 2 euros, 3 euros. Et un jour, en fait, il me dit je vais retourner chez moi là, pour Noël. Moi, je suis touché, tu vois, et puis on essaie de l'aider comme on peut. Mais le mec, il n'avait pas forcément besoin que d'un burger, tu vois, ou d'une pièce. Et en fait, il me présentait à d'autres SDF qui venaient. Il a dit, c'est mon pote. Il disait ça aux autres, il était fier, tu vois. Moi aussi, je dis, ouais, c'est mon pote. Il m'apprenait des mots, kurva. C'est devenu mon pote. Et la vérité, que ça m'a fait quelque chose le jour où je ne l'ai plus vu. Et je le voyais plus, et ça m'a fait quelque chose. Il t'a Ouais, lancé, en fait, il m'avait donné son numéro de téléphone. Mais tu sais quand tu es à la rue, il suffit. Tu sais, la vie, tu te fais voler ton porte, tu n'as plus de téléphone, tu es dans un autre pays. Comment tu fais? Tu vois? Je me rappelle, il avait préparé ses bagages avec plein de cadeaux pour sa fille, pour qu'elle ne sache pas que, tu vois, qu'il vit à la rue. Des petits trucs. Ma fille, elle avait fait écrire un petit mot pour sa fille, comme quoi il a des amis, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, moi, ça m'a fait quelque chose. Mais comment lui, il va retrouver? Même lui, il avait un téléphone. Tu l'as perdu, tu n'as plus mon numéro, tu es à l'autre bout du monde, c'est terminé. Hein. Au-delà de pouvoir identifier les besoins des autres, qu'est-ce que ça t'a appris, cette amitié avec ce sans domicile fixe? Je sais pas, ça m'a ouvert l'esprit en tout cas, moi. Moi, j'aime beaucoup les gens. J'aime beaucoup l'être humain, avec un grand H. J'aime beaucoup les gens. J'ai du mal à passer devant quelqu'un, tu vois, qui est pas bien sans lui parler ou sans, tu vois. Mais je sais que tu peux pas le faire avec tout le monde, sinon tu as des responsabilités aussi. Mais le fait d'avoir parlé et d'avoir créé ce lien-là avec cette personne, en fait, maintenant, à chaque fois que je vois quelqu'un en feu ou dans la rue, je me dis, il a une histoire. Et c'est peut-être, tu vois, je mets sa tête en fait à la place de chacun, tu vois. Ils ont tous une histoire, c'est une certitude. C'est tous des êtres humains avec une profondeur d'esprit, avec quelque chose qui s'est passé qui les a amenés là. Et donc un profond respect. Si je peux, je donne. Si je peux pas, vas-y, je repasse. Ou de quoi tu as besoin? Allez, viens, on discute. En fait, ça m'a appris aussi qu'au lieu de faire dans la quantité, c'est de faire dans la qualité, tu vois. Parce que ces personnes-là, tu vois, te donner une pièce d'1 € tous les jours, toute l'année, il y a 365 jours, tu lui auras donné 365 €. Même pas de quoi payer un loyer en réalité. Est-ce que vaudrait pas mieux s'occuper d'une personne et ton seul objectif, c'est de la faire sortir de cette situation et de l'en faire entrer dans une autre? Je crois beaucoup à ça, tu vois. En la qualité de ta relation avec la personne versus la quantité de ce que tu peux faire des 1 €, etc. Tu vois.
Et ben, ça m'a appris ça. Comment tu accompagnes la personne. Et l'effort que tu vas mettre, je pense qu'il est plus important que de donner 1 euro à droite à gauche. Même si c'est bien aussi de le faire, tu vois. Ce que tu dis là, comment ça résonne, ça me fait penser à- J'ai mis des années avant de le réaliser, mais j'ai passé un mois, j'ai passé 30 jours pendant le Ramadan dans le désert de Jordanie avec des Bédouins. Et il y avait des touristes qui venaient chaque jour, on jouait au Uno ensemble, et j'ai compris rapidement dans leur regard que pour eux, j'étais un Bédouin. Tant que je parlais pas, ils pensaient que j'étais quelqu'un de leur équipe. Et j'ai senti plus d'une fois une forme de condescendance. Inversement, j'ai vécu un petit temps en Tanzanie, l'année où j'étais sans domicile fixe. J'avais pas de revenus, j'avais pas de chez moi. En France, j'avais pas de pied à terre. Je me sentais plus chez moi en Tanzanie qu'ailleurs. Mais quand les Tanzaniens me voyaient, me regardaient, ils voyaient quelqu'un à la couleur Un babtou. un Muzungu. Eux, ils les appellent les Muzungu. Pour eux, j'étais un blanc. Tu vois. Donc, ils disaient, le gars a de l'argent. J'allais chez le coiffeur. Le coiffeur me faisait payer 3-4 fois plus cher qu'un Tanzanien. Et aucun scrupule. Pour lui, je suis blanc, j'ai de l'argent. Et tu vois, en fait, ce que tu as dit, ça résonne en moi en matière de besoin. À ce moment-là, l'argent, tu m'aurais donné 50 euros. Ok, tu vois, ça m'aurait permis peut-être d'avoir l'abonnement Internet pour garder une connexion. Ça m'aurait permis de payer mon loyer pour le mois. Mais ok, c'est comme penser une plaie qui continue de saigner, de saigner. Bref, au milieu de tous ces voyages, il s'avère que je rencontre une tribu Maasai. Et cette tribu Maasai, ils prennent le temps de me demander qu'est-ce que tu es venu faire ici. Et je leur raconte mon histoire. Je leur dis que aujourd'hui, je suis sans domicile fixe, que je voulais être le plus utile pour tout le monde, pour tout un chacun. Et donc, j'ai choisi d'aller en Tanzanie pour savoir en quoi est-ce que je pourrais aider. Je suis arrivé jusque chez vous. Donc, je suis venu vous demander en quoi est-ce que je pourrais vous être utile. Alors que je suis moi-même SDF, tu vois. Et ils me regardent, ils prennent le temps d'écouter ce que j'ai à dire. Bon, il y a un traducteur et tout, je te fais vraiment la version courte. Et là, le chef Maasai, quand j'ai terminé de raconter mon histoire, il me regarde droit dans les yeux. Tu sais, les Maasai, c'est des guerriers. Donc, dans leur expression, ils te regardent comme s'ils voulaient t'embrouiller. Tu sais pas ce qu'ils ressentent, ils ne laissent rien transparaître. Juste, ils te regardent. Et il est là en train de parler le Maasai. Et toi, t'attends la traduction. Ah ouais. Moi, j'attends la traduction, mais mon regard, il est scotché aussi. Hein, tu vois, j'arrive pas à détacher mon regard. Je regarde et en même temps, je vois que le traducteur, plus il parle, le chef du village, et plus le traducteur est touché. Et je le vois à un point où, quand il termine, le chef, il est ému. Le traducteur est ému. Il est là en train de retenir ses larmes. Je dis, mais attends, qu'est-ce qu'il a pu dire pour qu'il soit touché comme ça? Il me dit, écoute Najib, là, le chef vient de nous dire, de nous rappeler qu'en tant que Maasai, dans nos croyances, il y a cette idée que nous sommes tous des Maasai. À l'origine, nous venons tous de ces terres-là d'Afrique. Et en tant que Maasai, nous croyons que quand n'importe qui revient dans ces terres-là, c'est comme si cette personne, que ce soit toi Nadir ou moi Najib, c'est comme si on venait de terminer le voyage commencé par nos ancêtres il y a des siècles et des siècles. Et donc, comme on a clôturé ce voyage, comme tu as clôturé ce voyage, sache que Najib, tu es ici, chez toi. Incroyable. Si tu veux t'installer chez nous, tu nous dis où. Et en tant que Maasai, nous avons l'obligation de t'assister dans la construction de ta maison. Juste ça, tu vois. Le fait de savoir que, en fait, il y a une terre là où je peux être chez toi moi. maintenant. Tu sais, ça m'a sorti un poids de mon cœur. Je me suis dit, ah, c'est bon, je peux continuer de vadrouiller parce que là, je suis chez moi. Comment cette histoire, elle résonne en toi? Ouais, c'est beau, hein.
Je trouve ça quand même incroyable, leur ouverture. Et la résonance que ça a eu aussi chez toi, tu vois. Tu es à l'autre bout du monde, tu es sans domicile fixe. Tu te fais même avoir par les locaux qui, eux, ne te voient pas, te voient comme un étranger. La souche même, ou la culture, ou la civilisation la plus à même de revendiquer le fait d'habiter ici, te dit en fait, tu es chez toi. C'est incroyable. Moi, je pense qu'on est partout chez nous, tu vois. Donc, ça conforte ce que j'ai en tête aussi. On est chez nous de partout. La Terre, elle est vaste. Le monde, il est beau. Et il y a de l'être humain de partout. Si t'aimes l'être humain, va où tu veux. Ouais, je trouve ça incroyable. Dans ta capacité d'adaptation à plein de situations, dans ton besoin de te sentir utile pour tout un chacun, toi, Nadir, tu as besoin de quoi? De quoi j'ai besoin, moi? Ouais. Tu vois, j'aime pas ces questions. Je sais pas, t'appelleras Abdelrahman, il te dira de quoi j'ai besoin. De manière très intuitive. Vraiment, Ouais. les premiers mots, les premières notions qui te viennent en tête. De quoi est-ce que toi, tu as besoin dans ta vie, Nadir? Être utile, Ouais. ça semble clair. Ouais. Ensuite, les autres aussi, j'ai l'impression. Ouais, mais en fait, je suis utile aux autres, donc j'ai besoin des autres. Ok. Donc quand tu es tourné vers l'autre, tu as besoin des autres. Tu vois. Donc ouais, c'est vrai. Effectivement, j'ai besoin des autres. Mais je sais pas si toi aussi, c'est le cas. Tu vois, on a 33 ans tous les deux. Et on est jeunes en vérité. Il y en a que les jeunes qui nous font passer pour des vieux. Mais on est jeunes. Mais j'ai l'impression que plus j'avance, plus je ne sais pas qui je suis, tu vois. Plus je me découvre, plus je me dis, oh. En fait, plus j'avance là maintenant, depuis quelques années déjà, en fait, j'ai l'impression que chaque année, je suis pas la même personne que l'année d'avant, tu vois. Donc, je sais pas quoi te répondre parce qu'en fait, j'ai juste besoin d'avancer, en fait, tu vois. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de me découvrir encore. Je sais que j'ai besoin de m'améliorer. Moi, j'ai besoin de m'améliorer, tu vois. Et j'ai besoin d'avancer. Et voilà, j'ai besoin du meilleur amour pour moi. Le meilleur amour? Ouais. Amour de Dieu. Ah. Voilà. Tout simplement. La foi? Ah ouais. C'est quelque chose que on peut en parler publiquement ou pas On peut, spécifique? moi j'en parle jamais, tu vois, mais en tout cas, moi je sais que j'ai ce besoin-là. La spiritualité, c'est important pour moi. J'en parle pas. Mais c'est important. La spiritualité, je pense que beaucoup ont besoin de spiritualité. Moi j'en ai besoin. Mais j'ai besoin aussi d'avancer, comme je te le disais. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Est-ce qu'on peut entreprendre sans croire? Sans croire à quoi? En quoi? Justement, je me dis, toi qui fréquentes certainement d'autres entrepreneurs, tu Ouais. as rencontré des investisseurs, des entrepreneurs, ils ont foi en quoi, Moi, je ces pense gens? que tout le monde a une croyance, tu vois. Enfin, tout le monde. Je vais me reprendre. Je pense que tout le monde a des certitudes et des objectifs. Et ces objectifs-là, certains se transforment en croyances, tu vois. Il y en a beaucoup qui croient en l'être humain, tu vois, et qui croient en eux-mêmes, leur capacité d'avancer, de changer, de s'améliorer. Il y en a qui croient au divin, et il y en a qui croient en d'autres choses. Et ouais, je pense que j'ai vu de tout dans l'entrepreneuriat. Et je pense que tu peux pas avancer dans l'entrepreneuriat. Je dirais pas que tu peux pas avancer sans croyance, mais tu peux pas avancer sans vision, tu vois. Tu peux pas avancer sans vision. Et après, encore une fois, quelle est ta définition d'avancer? Tu vois, moi j'aime bien restructurer ou casser les définitions. En fait, la définition de certains, c'est pas la mienne forcément, tu vois, et vice versa. Tu vois, il y en a certains qui vont dire réussir. J'ai réussi parce que je fais 30 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 20 millions ou 10. Mais moi, c'est pas réussir, pour moi, c'est pas le chiffre d'affaires, tu vois.
Tu vois, c'est quoi la réussite? Ah, t'as réussi. C'est quoi la réussite? Et ça rend fou un peu certaines personnes quand je réponds comme ça. Pour toi, c'est quoi la réussite? La réussite, la réussite pour moi, elle passe pas par le chiffre d'affaires et je le répète assez souvent. Le chiffre d'affaires dans mon entreprise, c'est qu'une marche qui te permet d'arriver vers ce qu'on appelle la réussite. Réussir pour nous, c'est d'être le plus utile aux autres et d'avoir un maximum d'impact. Moi, si j'arrive à embaucher 1 millier de personnes et d'aider 20 millions de personnes à aller à l'école en Afghanistan, sauver la vie de personnes anxieuses qui ont des problèmes de santé mentale, c'est ça la réussite pour moi. Mais faire 30 millions d'euros en vendant, je sais pas moi, des pots en terre cuite que j'aurais fait avec une usine et avec une machine de fou et tout, ça m'intéresse pas du tout. Donc, tu vois, pour moi, je vois la croissance de notre chiffre d'affaires comme une marche me permettant d'atteindre la réussite qui est d'embaucher, de s'entourer et de faire en sorte de transmettre cette mission, tu vois, d'être utile. Tu vois, et c'est pour ça, quand tu me disais tout à l'heure, tu vois, est-ce que les gens peuvent avancer ou les entrepreneurs peuvent avancer sans croyance? Je sais pas quoi te répondre parce que ma vision à moi, je dirais non, tu vois. Parce que ce que j'entends derrière la croyance, c'est parce que d'autres vont entendre. Et donc voilà, tout est une question de définition pour moi. Après, effectivement, ma question, elle dépasse la dimension religieuse. Je pense que la foi, ça peut être, par exemple, tu vois, cette démarche de rencontre dans laquelle je suis depuis 8 ans, sur le plan religieux, il y a quelque chose qui relève de l'intime avec le divin, et sur le plan des relations humaines, c'est une question de foi en l'humain. C'est une question de foi en l'humain, de continuer de croire au fait qu'il y ait du bon, malgré les déceptions, malgré les trahisons, malgré les incroyables surprises. Parce que quand tu es dans l'humain pur, dur, brut, t'as autant la douceur, l'amour, la lumière, que des gens qui vont avoir tous les codes, toutes les apparences de ça, mais qui profondément sont tout l'inverse. Et c'est assez brutal quand tu te rends compte de cette réalité-là. Pour venir à ce que tu disais sur le fait que chaque année, tu avais l'impression de découvrir de nouvelles réalités, peut-être te concernant. Quelle est la dernière réalité que tu as pu découvrir te concernant? Tu sais, je sais que je découvre des choses, mais je peux pas te les nommer. D'accord. Ah, vraiment. Tu peux pas mettre de mots dessus ou tu peux pas les partager ici? Non, non, en fait, par exemple, je viens de découvrir une chose que je n'avais pas mis, je n'avais pas mis le doigt dessus. Tu vois. C'est suite finalement au travail qui m'a été demandé là de personal branding qui me casse la tête. Là. Je vais pas te mentir, j'aime pas parler de moi. Et donc, quand je ne savais pas me décrire, je suis allé voir mon ami pour qu'il me décrive. Décris-moi, mais vraiment, décris-moi comme je suis vraiment, tu vois. Si tu dois dire des choses qui me plaisent pas, l'objectif c'est pas de me plaire. Dis-moi la vérité, tu vois, qui je suis. Et il me décrit. Et à un moment donné, il m'a donné mes forces et mes faiblesses. Donc il a vraiment joué le jeu, mais très précis. Je dis ouais, t'as raison. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que je suis comme ça. Ah ouais. Il me donnait des exemples. Hein. C'était très documentaire. Il a vraiment fait le travail. Et à un moment, il me dit Nadir, t'as une capacité de patience que j'ai jamais vue. Et je dis comment moi, je suis impatient de fou. Il m'a dit non. Quand il s'agit des autres, t'es impatient. Mais quand il s'agit de toi, j'ai jamais vu plus patient que toi. Et là, j'ai bugué, tu vois. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Et donc, on a creusé le sujet. Vis-à-vis des autres, en fait, je suis impatient vis-à-vis de l'injustice que les autres peuvent subir. Par exemple, quelqu'un, il va venir te faire quelque chose d'extrêmement injuste et je ne vais pas patienter parce qu'on te le fait à toi. Tu vois? Mon cerveau, il va switcher. Quand on est injuste en face de moi, vas-y, fais ce que tu as à faire, je m'en fous. Tu vois?
Insulte-moi, accroche-moi dessus, écrase-moi. Et c'est vrai, il a raison. J'avais oublié. En fait, c'était naturel chez moi. Tu vois, en fait, je patiente sur ce qui m'arrive à moi. Mais j'arrive pas à patienter quand c'est pour les autres. C'est fou quand même. Et c'est vrai que j'avais pas mis le doigt là-dessus. Moi, pour moi-même, je patiente à fond. Mais j'arrive pas. Moi, s'il m'arrive quelque chose à un ami ou voilà, la famille ou mes enfants ou là, même toi, demain, là, on est dans la rue. Là, je suis pas, je suis très protecteur. Je crois, il y a un problème. J'ai remarqué. Ah ouais, c'est vrai. On a traversé la route, tu étais là pour nous protéger, tu as dit à Savi attention, moi tu m'as pris par le bras en moins d'une minute. Et ce que tu dis, ça fait penser, une fois je faisais un exercice, je vivais un exercice dans le cadre d'un séminaire. En gros, les gens sont en train d'avancer dans un espace comme celui-ci, par exemple, et ils se touchent les uns les autres. Mais en gros, tu es en train d'avancer avec ton équipe. Et l'animateur de cet exercice va dire, par exemple, je vous demande de poser votre main sur l'épaule de la personne qui vous inspire le plus confiance. Et là, les gens, personne ne parle. Hein. Ça doit être vraiment intuitif. C'est tu réfléchis pas, tu n'es pas là en train de dire non. C'est OK, lui, je le sens, je vais poser ma main dessus. Et ça, un exercice peut-être à reproduire avec tes équipes. À un moment, justement, la question porte sur je vous invite à poser votre main sur l'épaule de la personne en qui vous avez le moins confiance. Et là, moi, j'étais en train d'animer cette journée. Et un homme était en train d'animer cet atelier. Sauf que dans le cadre de cet atelier, il y a des gens, ils viennent poser leurs mains sur moi. Je me dis, waouh, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Et ce qui est top, c'est qu'il les fait parler. Il dit, bon, vous avez posé votre main sur Najib, et là, il pose la question à une jeune femme, et il dit pourquoi est-ce que tu as posé ta main sur l'épaule de Najib? Elle dit parce que je savais que ça allait lui glisser dessus. Je ne savais pas sur qui la poser, ça me dérangeait, et je savais que si je la posais sur l'épaule de Najib, lui, ça passerait. Quand elle a dit ça, tu sais, ça fait du bien. En fait, ça fait du bien, mais en même temps, je te jure, je me suis senti gagné par les larmes. Parce que je me suis dit, mais ça m'arrive combien de fois dans mon quotidien que les proches, ils ne voient pas forcément que ça ne va pas, mais ils se permettent certaines postures, certains propos, et, parce qu'ils disent, non, mais ça va lui glisser dessus. Comment est-ce que toi, t'encaisses les choses? Ça me fait rire. Parce que je vis la même chose. Non, vraiment, je vis la même chose. Ouais. Je sais pas comment je vais le dire, mais... Non, c'est vrai, je vis la même chose. Particulièrement ces derniers temps, ouais. Ces derniers temps, je sais pas pourquoi, mais... Et je vivais Personnellement, moi, tout va bien. Je te dis la vérité, j'ai pas de problème. Alhamdoulilah, tout va bien. Je suis vraiment content. Tout va bien, ok? Et j'aime pas me plaindre, en fait. Tu vois. Mais sauf qu'autour de moi, il y avait des problèmes. Mais quand je te dis des problèmes de ouf. Il y en a un qui m'appelle pour un potentiel divorce, embrouille entre lui et son épouse, etc. Donc je l'écoute lui, j'écoute elle. J'écoute lui, j'écoute elle. Je débriefe avec lui, je débriefe avec elle. Quelqu'un de ma famille s'embrouille avec son épouse. En même temps, allez, viens, je finis une réunion de console. Je pars parce que c'est embrouille. Je finis. À la maison, moi, ça allait pas bien du tout aussi. J'étais pas en embrouille, mais ça allait pas bien. J'avais quelqu'un de ma famille aussi qui était malade, très malade. Et en fait, je zonnais entre 3 divorces, une maladie. Et en fait, les gens, ils s'en rendaient pas compte. Et à un moment donné, j'en parle, je dis. Je sais plus à qui j'en parlais, quelqu'un de très proche. Je disais, ouais, t'as vu? Je dis les gens, t'imagines si moi je tombe là, en gros, que je fais le mec déprimé, et qui va les tenir eux là? Je dis, c'est fou quand même. Et en fait, et ma maman, en même temps, je suis son plus grand, elle m'appelle souvent, etc. Et j'essaye d'être présent, mais je ne suis pas trop, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui me marque aussi. Et en fait, je me suis dit, je suis grave content que les gens ils fassent appel à moi. En fait, ça me nourrit. Je me dis pas, j'ai pas la solution. Ça me met la pression
de ouf. Parce que moi, je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, je suis Nadir, simple. Je viens, vas-y, parle, je t'écoute, vas-y, ok, on essaie de trouver une solution. Arrête tes bêtises, arrête tes conneries. Non, mais calme-toi, non, mais vas-y, essaie de sortir de la maison. Tu vois, j'essaie de juste. Et en fait, je me dis, je pense que je suis honoré de gérer tous ces problèmes. Et la vérité, je pense, c'est un honneur. Et c'est une réflexion que j'ai eue récemment. Et j'étais content. Mais c'est pas facile. Parce que je rentrais, je me suis dit, oh, mais moi, je vais faire un joint de culasse un jour. Tu vois, je dis, moi, il y a qui. Tu sais, dans ma tête, tu vois, les réflexions que tu te fais, égoïste sur toi-même. Mais moi, il y a à qui je peux parler, moi? Tu vois, dans ma tête, je me suis posé ça. Ouais, je me suis dit, mais j'ai pas besoin de parler, moi. Tu vois? Et c'est là où tu te réfugies. En fait, tu parles dans ta spiritualité, tu vois. En fait, j'ai besoin de personne. T'as compris? Tu comprends ce que je veux dire? Alors, je le comprends. Enfin, je te parle de ma réflexion. Bien sûr, je le comprends tout à fait. Mais des fois, on a besoin de parler. Mais en tout cas, là, j'en suis là aujourd'hui. Je le comprends tout à fait. Et justement, en tant que praticien en psychothérapie, quand il y a un problème qui vient à moi, en fait, je me dis toujours, ok, comment est-ce que ça résonne avec mon quotidien? Ouais. Mais toujours faire ce filtre et ne pas répondre par rapport à son quotidien à soi, ça, c'est trop de dur. manière la plus objective possible. Mais c'est là où moi, je suis pas du métier. Parce que toi, tu fais, du coup, tu prends de la hauteur. C'est pas mon quotidien, qu'est-ce que je fais? C'est se dire, ok, moi, s'il y a cette situation-là qui arrive à moi, c'est pas anodin. Comment est-ce que ça résonne? Ok, bim bam boum. Donc, soit je le prends comme... Parce que je sais pas si tu as déjà entendu parler des 3 niveaux de conscience. J'en entends parler, mais je suis pas... Il y a cette idée qu'il y a 3 niveaux de conscience. Premier niveau de conscience, Nadir, c'est Nadir. Najib, c'est Najib. Donc, toi, t'es toi, et moi, je suis moi. Donc, quand Nadir, il arrive avec ses défauts, ses maladresses, ses faiblesses, ses fragilités, je peux le prendre de manière égotique. Ça peut m'agacer, ça peut me déranger, ou au contraire, ça peut me prendre, parce que je considère que Nadir, c'est Nadir. Et moi, je suis moi. Sauf que deuxième niveau de conscience, les deux sont liés, la conscience et la confiance. Deuxième niveau de conscience, Nadir, c'est Najib. Et Najib, c'est Nadir. C'est-à-dire que si on vient à un moment donné, typiquement, avec l'empathie, on voit quelqu'un faire un accident devant nous, on va être... On va se sentir comme si c'était nous qui l'avions vécu, comme si c'était quelqu'un qu'on connaissait, comme si c'était un proche. Normalement, naturellement, si on est bien constitué, on va être pris. Pendant même un moment, on va s'oublier soi-même. On va se dire de quoi a besoin la personne en face. Je vais lui donner. Donc en fait, l'autre devient moi, et moi, je deviens l'autre. Son stress, ses blessures, ça devient mon stress et mes blessures. Troisième niveau de conscience, c'est ni Nadir, ni Najib. C'est quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand. Alors quand on est croyant, forcément c'est le divin qui les a rassemblés pour jouer quel scénario. Et si on descend à des niveaux plus bas que celui-ci, c'est ne serait-ce que Nadir, tu portes le prénom de mon grand frère. Ok, comment est-ce que ça résonne? Ça résonne comme ça. Et toi aussi, nécessairement, j'imagine que je dois te faire penser à quelqu'un. J'ai un ami boxeur qui s'appelle Najib. Ah, voilà. Ça résonne comme ça aussi. Et un bon boxeur en plus. Ah ouais, voilà. Donc, et ça, c'est le par-delà Nadir et Najib. Ça me fait trop bizarre de citer ces deux prénoms, mais ça me fait plaisir, ça touche grave. Donc, à partir de là, effectivement, c'est ok. Il vient me parler. Bon, après ce passage-là, 41 minutes, je ne sais pas si je le mettrai spécifiquement, tu me diras. Mais ça me fait penser à une histoire relatée dans le Coran avec Daoud, que la paix soit sur lui. Il était en train d'avancer dans son royaume, dans son château, et 2 personnes sont passées par-dessus une muraille. Et au début, il les a pris pour des cambrioleurs. Il s'est dit, il a eu peur. Il a fait, non, t'inquiète, nous, c'est pas toi qui nous intéresse, c'est juste, on a un différend. Est-ce que tu peux le régler? Ça te dit quelque chose, ce récit? Et de suite, il a fait ce tac, tac, tac. D'abord, c'était lui. J'ai peur, ils vont me cambrioler. Non, c'est eux, ils ont un différent. Ok, c'est quoi l'histoire? En fait, non, c'est moi et ma relation avec le divin. Ça, je ne sais pas s'il y a un passage comme ça. Ouais, je pense que c'est très bien. Très bien. Donc, si aujourd'hui les choses te glissent dessus,
mais que tu les encaisses quand même, alors comment est-ce que tu trouves ton équilibre? Tu me fais trop rire. Tu sais que ça, là, tout ce que tu es en train de dire, et même le terme équilibre, ça fait une semaine que je fais que de parler d'équilibre. Ok. Tout ce que tu es en train de faire. Non, mais c'est bizarre, la vérité, c'est chelou. Je te promets que même ça, j'étais en train d'en parler, il faut que je trouve un équilibre. Ah bon? J'en ai parlé à mon ami dont je t'ai parlé tout à l'heure. Pas plus tard que la semaine dernière, je lui disais, il me faut un équilibre, je suis trop déséquilibré, ça va pas tenir. Il me dit oui, et du coup, je te promets. C'est magnifique alors. Bah oui, tu peux pas. Ça veut dire que tout est cohérent, que ce soit au niveau de tes conversations ou au niveau de ce que tu, En ce tu moment, émanes. je suis en train de vivre ça. Je suis en train de raconter ma life sans le. Non, c'est important, l'équilibre. C'est la clé de toute chose. Il faut être équilibré dans tout ce que l'on fait. Dans tout ce que tu fais. C'est primordial. Et c'est profond, l'équilibre. Les gens, ils vont te parler de l'équilibre. Ouais, je me lève tôt, je vais dormir 7 heures, je vais faire du sport. L'équilibre, ça va bien au-delà de ça, en réalité. C'est l'équilibre entre la joie, la peur, la colère. Il faut un équilibre dans tout ça, en fait, dans toute chose. Tu vois, je pense, toi, tu es praticien. Des gens qui sont moroses toute l'année, à un moment donné, tu vois, tu peux pas. Ou des gens qui rigolent trop tout le temps, c'est aussi un problème. Il y a un équilibre dans tout ce que tu fais. Un équilibre dans ton sérieux, être trop sérieux tout le temps aussi, c'est compliqué. Il faut arriver à lâcher la soupape. Tu vois. Et donc ouais, l'équilibre, il est extrêmement important dans tout ce que tu fais. On en a parlé un peu tout à l'heure, tu vois. L'alternance du nuit, du jour et de la nuit. Il y a un équilibre en réalité naturel. Et il faut aussi, l'être humain, il a besoin d'un équilibre naturel entre dormir, ne pas dormir, tu vois, se reposer, s'exercer, lire, se détendre, souffler, faire du sport. Tu vois, j'ai perdu moi cet équilibre. La vérité, je suis déséquilibré. Mais comme ça glisse, ça glisse. Ça m'aide un peu, tu vois. Il y a des personnes où, quand elles subissent un déséquilibre, elles peuvent exploser plus rapidement. Et comme ça glisse, mon déséquilibre peut tenir un peu plus longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais que quand je glisse, tu vois. Je sais pas si je suis un faux calme ou pas. Mais moi, quand je fais un joint de culasse, je fais un vrai joint de culasse, tu vois. Ça veut dire que à des moments, c'est même pas moi, en fait, c'est mon corps, tu vois. Et je me rappelle une fois, et en fait, je m'en rendais même pas compte que j'étais en train de faire un joint de culasse. C'était très difficile pour la boîte. Je courais à droite, à gauche. Je m'arrêtais pas, je dormais très peu parce que je réfléchissais à ça tout le temps. J'ai fini à l'hôpital. Et en fait, j'ai eu une angine, c'est genre classique. Elle s'infecte, abcès dans la gorge, je peux plus respirer, soins intensifs, comme ça. En une semaine, je perds 8 kilos. Dinguerie, tu vois. Angine. Et je vais voir les médecins, soins intensifs, ça veut dire que je suis connecté de partout, perfusé de partout, je peux plus manger, etc., etc. J'ai rien compris. J'avais jamais été hospitalisé de ma vie. Je finis le truc, il sonne toute la nuit. Je peux même pas me lever. C'est une dinguerie, tu vois. Moi, ça m'est jamais arrivé. Et je demande les médecins, je leur dis, mais c'est quoi ça? Et il me dit, monsieur, c'est le stress. Je dis, quel stress? Je suis pas stressé. En fait, je m'étais pas rendu compte. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'y crois toujours pas. Mais c'est le médecin, il me l'a dit. Il me dit, vous êtes stressé? Je dis, je sais pas. Mais en fait, ouais, je pense que mon corps, il m'a dit, calme-toi. Wow. Mais vraiment. Ça remonte à quand? 2022, je pense. Hein. Ok. 2022, ouais, joint de culasse, mais vraiment. Donc, mais toi. Mais c'était ouf, mais j'avais maigri, j'étais content. Ah. Là, magnifique. Le gars, il voit le positif dans toute chose. La vérité, que j'ai perdu 8 kilos, j'étais au top. C'est possible de rester en soins intensifs encore une semaine? Envoie-moi de la perle. Envoie du potassium, s'il te plaît. Il me manque un peu de potassium. Incroyable. Ouais, vraiment. Quand t'es arrivé à l'hôpital, ouais. T'étais déjà en train de faire ce chaos technique? Déjà. Comment ça s'est passé? Tu vas comprendre. Ce que je t'ai dit, c'est logique. Tu vois, j'ai du mal à parler de moi, me soigner. Moi, me soigner, j'aime pas. Tu vois, c'est logique avec ce que je te dis depuis tout à l'heure. En fait, j'ai une angine, j'ai mal. Donc, je vais pas au taf. J'ai mal. Mais j'ai mal à tel point que je n'arrive pas à avaler ma salive.
Je n'arrive plus à l'avaler. Et donc, chez moi, j'ai un verre. C'est pas très glamour. Je crache toute la journée. Je vais le vider aux toilettes. Ça dégoûte, tu vois. De ouf. De ouf. 3 jours comme ça. Ah ouais. Et j'arrive pas à manger. Même boire de l'eau, c'est chaud. À un moment donné, j'appelle un ami médecin. Je dis, oh, j'ai l'angine, elle passe pas. Je suis même pas allé voir le médecin. Je suis même pas allé voir le médecin. Je buvais des trucs chauds, je testais du miel tous les jours. Et ma voix, en fait, elle avait changé. Et je l'ai appelé, je dis, allô, je te jure, je te promets. Peut-être même mon insert, vous t'appellera mon pote. Il va te dire, mon meilleur ami, je l'ai appelé à ce moment-là, juste après le médecin. Je fais un petit. Je l'appelle, il me dit, arrête, c'est pas Nadir. Vas-y, il m'a dit, donne-moi une anecdote, il y a que toi et moi, on la connaît. Je te jure. Ah ouais. J'ai dit, ce jour-là, on a fait ça. Il m'a dit, arrête. Et ils pleuraient de rire. Ils étaient tous morts de rire. Ils étaient morts de rire. Et là, le médecin, qu'est-ce qu'il me dit? C'est un ami à moi, il s'appelle Nadir. Il est médecin, réanimateur, un bête de médecin. C'est vrai, c'est mon voisin. Et il s'appelle Nadir. Ça fait plaisir. Je l'appelle. Je lui dis, voilà ce qui m'arrive. Il me dit, ta voix, c'est pas normal. Il voulait pas m'inquiéter. Mais c'est un médecin, genre Dr House. Il m'a fait un diagnostic au téléphone. Il me dit, va au Medipol maintenant, va aller voir et tiens-moi au courant. Donc je vais à un centre médical et je sors, il me donne un antibiotique, il me donne un spray à mettre sous la langue, tu vois, et je sors. Et j'ai dit, allô Nadir, ils m'ont donné ça. Mais vraiment, je parlais comme ça. Il me dit, écoute, c'est un étudiant qui t'a vu, je pense qu'il n'a pas vu ce que tu avais dans la gorge. Écoute-moi bien, je pense que tu vas pas dormir de la nuit, va aux urgences maintenant, écoute-moi. Je lui dis, mais non, t'inquiète, tranquille, je te promets. Je rentre chez moi, je dors pas de la nuit. Il avait raison. Le lendemain matin, je l'appelle, je dis, Nadir, je crois que t'avais raison. Il me dit, va vite aux urgences. Je vais aux urgences, j'arrive, ils me mettent Camas. Et là, je leur dis, ils s'entendent, j'arrive plus à respirer, tu vois. Mais je me plaignais pas, je te promets, j'en pouvais plus, j'étais fatigué, tu vois. Et j'étais là, ils m'ont donné un Doliprane. J'ai dit, donnez-moi juste un Doliprane. Ils me donnent un Doliprane. Après, il m'allonge. Et là, il y a un médecin qui vient, il me dit, ouvre la gorge. Je dis, oh punaise. Il part. Il ramène un méchant sabre. Il me met dans la gorge, il me met un petit anesthésien. Et en fait, j'avais un abcès de fou. Oh là là. Il me l'a rentré dans la gorge. Et là, je fais. Et je crachais du sang et tout, des trucs de fou. Moi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Je te jure. Et j'étais comme Gollum. J'étais devenu Gollum. Et là, il m'envoie aux soins intensifs parce que j'avais plus à respirer. Il me faut un scanner. Je lui dis, vous abusez. Je te jure, je leur ai dit, vous abusez. Nadir, il vient me voir, il me dit, mon frère, quand j'ai entendu ta voix, j'ai cru que t'allais mourir, je voulais pas te faire peur. Il fallait que tu m'écoutes. Il est venu me voir, il me dit, t'es un dingue. Et maintenant, jusqu'à présent, j'ai peur de... Dès qu'il y en a, il a une angine, je me taille. Ça m'a traumatisé. Ma fille, elle a une angine, je me suis pas... Je peux pas. Ça m'a traumatisé, je te jure. Ah ouais. Waouh. De ouf. Mais c'est... Et en fait, ils m'ont dit, je dis, mais c'est pas possible. Tous les jours, ils me rentraient une caméra dans le nez pour rentrer dans la gorge, pour voir l'état de ma gorge, parce que tout était déglingué, tu vois. Un ORL, tu vois. Tous les jours, ils me rentraient une caméra, mon frère. Tu la rentres là pour la... Mais là, direct, pourquoi tu passes pas? Tu la rentres là pour aller voir là. Aussi, je te jure. J'ai un problème là. Bref. Ouais, ça, c'est un détail. Mais Oh, punaise. ça vient d'où, selon toi, cette capacité à accueillir les pires scénarios avec Je un sais tel pas. sens de l'humour? Je sais pas. C'est comme ça, hein. C'est l'éducation, hein, je pense. Hein. Ou je sais pas. Ça fait plaisir. Et qui, entre ta Mais maman... des fois, je suis vénère. Hein. Ah ouais? Ouais, quand même, ça m'arrive. Je suis pas parfait. Je suis vénère. Qui, entre ta maman et ton papa... entre ton maman... Ton maman et ton papa. Entre ton maman... Et ta papa, oui. Oui. C'est l'accent, il est ressorti. Oui, Najib, oui. Oh là là, oh J'ai là. pas fait exprès. Hein. C'est Oui. entre ta maman et ton papa, qui des deux est-ce que tu as vu justement gérer les choses avec le plus de légèreté? Ouais, ma mère, c'était une chef d'orchestre. Elle gérait 1000 trucs, tu vois, en même temps. Et mon père, il gérait moins. Il était cool, mais il se laissait aller, tu vois.
Il faisait, ma mère, elle gérait tout. Et lui, il était là, il rentrait cool, tu vois. Et je pense que c'est un vrai mélange des deux. Ouais, un vrai mélange des deux. Tu vois, j'ai pas eu une famille vénère, stressée. Ou en tout cas, ils l'ont jamais montré. Donc, du coup, tu sais, c'était cool, quoi. Tu vois? C'était, franchement, ouais. Je me souviens très peu, tu vois, des embrouilles. Moi, j'oublie vite après, en même temps. La vérité, j'oublie tout, moi. Je suis pas rancunier. Sauf si tu me fais une dinguerie, tu vois. Mais moi, j'oublie vraiment. Tu me fais quelque chose, j'oublie. En parlant de tes parents, en parlant de cette situation-là, qu'est-ce qui fait selon toi l'équilibre d'un couple? Je sais pas. C'est encore un truc que j'ai pas solutionné, ça, moi. Puisque les couples sont tellement complexes. Tu vois? Est-ce qu'il y a un seul équilibre tous les couples trouvent leur propre équilibre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est complexe, moi, je trouve. L'humain, il est complexe. On le disait tout à l'heure. Et donc, chaque couple a sa complexité. C'est pour ça, Tu je ne vois? demande pas pour tous les couples, hein, qu'est-ce qui pourrait marcher, mais selon toi, voilà, s'il y avait peut-être 3 éléments à retrouver dans un couple pour qu'il ait son équilibre, ça serait quoi? L'écoute, l'entraide et se concentrer sur ses devoirs et pas sur ses droits. L'écoute, l'entraide, se concentrer sur ses devoirs, Et pas sur pas ses sur droits. ses droits. En te concentrant sur tes devoirs et non sur tes droits, t'es jamais déçu. Parce que t'attends rien des autres. Et encore plus de l'autre. Parce que tu vois, on est encore plus dur avec la personne avec qui on est en couple. Ouais, je dois faire ci, mais moi je fais ça pour toi. Non, tu vois. Si on se concentre si les deux se concentrent sur leurs devoirs et pas sur leurs droits, tu vis la meilleure vie. C'est vrai. Mais si y en a un qui dit, mais t'as vu, moi je fais ça pour toi, c'est le début de la fin, ça. Tu fais ça pour moi. Mais tu le fais pour toi, en fait. Tu le fais pas pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc pourquoi tu viens me le dire? Donc si tu me le dis, ça veut dire que tu attends des choses en retour. Donc en fait, tu le fais pas pour moi. Tu le fais pour que moi je fasse des choses pour toi. Et c'est un cercle vicieux. Soit tu fais des choses. Tout ce que tu fais, c'est pour toi. Et moi, la même chose, tu vois. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris dans mon éducation. Tu vois. C'est concentre-toi sur tes devoirs et non sur tes droits. Et de cette manière, tu n'es jamais déçu de personne. C'est valable dans ton couple, en dehors de chez toi et dans toutes les relations humaines que tu fais. Ça veut dire que quand tu es utile aux autres, tu n'attends pas qu'on te dise merci. Tu n'attends pas qu'on te dise, qu'on te considère. Et jamais, au grand jamais, tu dis j'ai fait ça pour toi. Quels seraient selon toi les 3 devoirs d'un époux qui seraient les plus importants? Une fois de plus, je ne demande pas je demande selon toi. Ouais, selon moi, mais moi je suis personne. Tu me demandes des. Tu es celui qui est devant la caméra aujourd'hui. Ouais, bah oui. Donc, aussi d'ailleurs, il y en a 3. il y en a qu'une qui est vraiment, vraiment sur toi. Ouais, exactement. Sur Elle est là. Salut les gars. Donc, selon toi, Ouais. quels seraient les 3 devoirs les plus essentiels de l'époux, d'un mari? La sécurité, la confiance, sécurité, sérénité, tu vois. Ok. La confiance et une mission de vie, tu vois. Dans quel sens? Tu vois, si tu peux pas vivre avec quelqu'un si t'as pas une mission, pour moi, tu vois. Si tu vis pas pour avoir un homme qui te ramène de l'argent et moi je reste à la maison, ou bien tu te maries pas pour devenir la femme au foyer, tu te maries pas pour devenir une femme de ménage, faut que tu aies une mission, tu vois. Et moi je pense que l'époux il doit avoir une mission et il doit trouver quelqu'un qui puisse être un acteur important de cette mission, tu vois. Et si l'époux il a pas de mission, compliqué de s'associer avec lui. C'est une association, hein, le mariage, tu vois. Elle va se baser sur quoi?
S'il n'y a pas de mission, elle se base sur quoi, cette mission? Tu vois, cette association. Et ce que je dis, c'est ce que je pense réellement, tu vois. Est-ce que dans l'idéal, l'époux doit avoir cette mission avant même de rencontrer sa femme ou ça peut venir après? Mais l'essentiel, c'est que les deux soient conscients de quelle est cette mission. Donc c'est mieux de l'avoir avant ou ça peut être pendant? Moi, c'est ma propre position. Parce que j'ai tout vu autour de moi. Des personnes qui ont créé cette mission ensemble et sont parties au travers de cette mission. Quand on parle de mission, ça peut être... tu vois, on n'est pas obligé de penser à une mission avec un grand M, sauver le monde, tu vois. Mission, ça peut être, on a un projet commun, c'est ça. Et on y va et on se donne, tu vois. Ça peut être l'éducation de nos enfants, ça peut être faire un voyage autour du monde, ça peut être aussi une autre mission qui peut transcender aussi des générations. Donc, les deux existent, tu vois, ceux qui la créent ensemble. Mais pour moi, il y a trop de risques de la créer ensemble. Pour moi, il vaut mieux avoir une mission et trouver la bonne personne pour porter ta mission avec toi. Parce que tout le monde n'est pas capable de faire toutes les missions. Tu vois? Il y en a beaucoup qui disent, ouais, tu sais, tu l'as déjà entendu. Quand je trouverai quelqu'un, je vais changer. Quand je vais trouver quelqu'un, je vais faire ci, je vais faire ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça veut dire que tu attends de l'autre de te faire changer? Mais si tu as envie, c'est toi qui dois te changer d'abord. Et bien, je considère que c'est la même chose. J'attends pas l'autre personne qu'elle me change. Ça veut dire que tu attends, je reviens sur ça, tu t'attends des choses de l'autre personne. Donc, tu ne te concentres pas sur tes devoirs. Tu comprends? Moi, j'attends pas que l'autre me change. Mais l'autre peut te changer en réalité, tu vois. Et sûrement, elle te transcende même. Mais je me change moi-même. Et si la personne veut m'accompagner dans le changement, elle m'accompagne, tu vois. Si on peut changer mutuellement, on change mutuellement. Mais si elle n'était pas là, je me changerais quand même. Peut-être que ça prendrait plus de temps. Peut-être que je me tromperais plus souvent. Peut-être. Tu vois? Mais la démarche, elle est là. Elle est déjà en place. Tu vois? En tout cas, c'est ce que je pense profondément. Et après, par contre, certains la découvrent ensemble et avancent et ça va très bien. Mais il y a des probabilités aussi que les deux découvrent des missions différentes en même temps. Et là, on fait comment? Tu vois? C'est comme ça, c'est la vie. L'image qui me vient en tête, c'est le jour, la nuit, les saisons, la personne avec qui on va choisir de construire sa vie selon les états d'âme, les états de cœur. Ça va créer des climats à l'intérieur de chacun. Et ces climats, en venant se rencontrer, vont faire que soit nous allons pouvoir créer un terrain fertile pour qu'il se passe bien des scénarios productifs, soit au contraire, ça va venir assécher toute la végétation qui avait déjà là, altérer le paysage et ne laisser que ce qu'il y a de plus austère. Et je pense que parfois, on peut finir par croire qu'on est ce terrain aride parce qu'on a été éprouvé par les éléments de cette relation. On va finir par croire qu'on est ce terrain aride, désertique, duquel peut-être rien ne peut être produit. Et on oublie que avant d'être un désert, c'était un océan plein de vie. Ça m'a fait penser à ça, cette histoire. Nadir, sans regarder l'heure, tu sais depuis combien de temps on est en train d'échanger? 42, 43. Ouais. Plus 17. Quoi? Plus 17. 1h17? Non, 42 plus 17, donc 1h01. 1h, ouais, c'est bien. Ouais. 1h01. Ça va, t'as pas été trop fatigué? Non, ça va. Tu t'es pas senti gagné par le sommeil? Pas du tout. À un moment, j'ai baillé, mais moi, je baille souvent. C'est la fatigue accumulée? Ouais, je pense qu'il y a le jet lag, voyage, un peu, c'est la fatigue accumulée. Jet lag? Ouais, Tu jet lag. viens d'où? Moi, je viens du Zimbabwe.
Non, non. En tout cas, Nadir, rassure-nous, tu viens pas du Zimbabwe, t'étais où? Non, mais ça, on T'étais pas en découvrira France? dans un autre épisode. D'accord. Là, je rigole, j'étais en France, je venais de Lyon. Mais c'est le même créneau. Ouais, c'est le même créneau. Grave. Non, c'est juste la fatigue accumulée. Je comprends, Tout je simplement. comprends. Tu sais, quand tu arrives dans un lieu où tu n'as pas l'habitude de dormir, ben, tu vois, j'ai tourné comme ça. Tout simplement. Je comprends. Nadir, s'il y avait un dernier message à transmettre, peut-être une dernière recommandation, à toi-même peut-être, une dernière recommandation à toute personne qui tomberait sur cette vidéo de manière très intuitive, tu souhaiterais lui partager quoi? Tu sais, j'aime pas faire le donneur de leçons, parce que moi-même, je suis pas un donneur de leçons, tu vois. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de donner une leçon, mais de transmettre un message peut-être à toi qui tomberait sur cette vidéo d'ici plusieurs semaines, Ah. quand elle sortira. C'est vraiment très égoïste, un message de toi à moi. toi. De moi à moi. Ah, ok. Euh, ouais, il y a des personnes que je ne dois pas lâcher au quotidien. Et donc, si dans quelques années je les ai lâchés, c'est que je me suis égaré. Des personnes que je ne dois pas lâcher. Je pense clairement, profondément, que ces personnes sont des catalyseurs dans ma vie, tu vois, dans mon changement, dans ma connaissance de moi et d'autres et des autres. Si dans quelques années je les ai lâchés, c'est qu'il y a eu un problème, tu vois. De ne pas les lâcher. La bonne compagnie, c'est important. Et je pense que j'ai trouvé une très bonne compagnie. Et il ne faut pas que je la lâche. Il faut que je m'accroche avec les dents. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut que j'apprenne à ne pas être déçu des autres. Mais d'une manière un peu plus profonde. Surfaciquement, je ne suis pas déçu. Après, quand je me pose tout seul, je me dis, ah, j'ai été déçu. Et là, je me dis, j'ai un problème. Et j'essaye d'effacer cette déception que j'ai dans mon cœur. Il faut que ça soit un peu plus facile pour moi. C'est les deux conseils que je me donne, que j'ai vu au quotidien. Il n'y a pas longtemps, j'ai mis du temps. Quelqu'un qui m'a dit une parole très blessante parce que je le considérais très proche de moi. Donc mes proches peuvent me blesser sans le savoir. Et j'ai mis du temps à effacer ça. Et ça m'a mis tellement de temps, je me suis dit, c'est pas normal, Nadir, tu vois. Comment tu peux être blessé comme ça, tu vois. Et j'ai mis du temps. Et moi, le jour où j'ai effacé cette blessure, je suis allé voir, j'ai dit, j'ai effacé cette blessure comme un gamin, tu vois. Je t'en veux pas, tu vois. Il n'y a rien, t'inquiète. J'ai été blessé, mais j'ai mis du temps. Il faut plus que ça se reproduise. Et je disais pas, lui, ne m'insulte plus. Je dis, moi, il faut plus que je sois déçu, tu vois. Donc voilà. C'est tout pour moi. C'était Nadir. 6-2. Non, je rigole. 69 000. Où est-ce qu'on pourra te retrouver, Nadir? Partout dans les bacs. À la Fnac. Vous pouvez m'écouter avec les casques comme ça. Je sais pas, tu vas nous mettre où là? Ton podcast, il est où? Ouais, bah. Ah, même toi, tu sais pas. Je sais pas, je suis pas encore. Non, ce sera certainement sur YouTube. Je tiens à remercier ce que j'ai jamais fait jusqu'à présent, mais je prends ce temps-là. Ouais. J'ai jamais fait pendant le podcast le remerciement des gens qui sont allés au bout de cette conversation. Donc je tenais à vous dire merci pour votre écoute, merci pour votre empathie, merci pour votre patience, merci pour votre ouverture de cœur et d'esprit, votre capacité incroyable d'accueil. Si vous avez été touché, bouleversé, inspiré par certains passages de cet entretien, n'hésitez pas à suivre, à le faire partager en commentaire dans un premier temps sous cette vidéo et à suivre directement Nadir dans ses aventures qu'il partage sur ses réseaux sociaux que je mettrai en lien sous cette vidéo. C'est bien. Merci, mon cher Najib. C'était un plaisir. Merci à toi, cher Nadir. On va applaudir pour...